Allez, si je ne me trompe point, ça tourne. En tout cas, ça enregistre. Je sais pas si ça tourne là-dedans, mais en tout cas, ça enregistre. Eh bien, le bonsoir, Julien. Bonsoir, Ben. De toute façon, même si ça enregistre pas, on parle quand même. De toute façon, oui, dans le pire des cas, ça fera une intro où on ne peut plus. Bah, raté, c'est dommage. C'est un peu con. Vous avez raté une intro, sérieux, si ça tombe Vous bien. avez raté 2 podcasts. Ah, c'est un truc de malade, quoi. C'est le dessin s'acharne. Comment c'est que ça va? Bah écoute, ça va bien. J'ai pas trop eu le temps de chercher de la news. Parce que je suis en train d'engager des gens pour faire un super jeu vidéo. Et que c'est pas mon boulot à la base de faire des entretiens d'embauche. J'ai de faire des jeux vidéo, parce que quand même. Si, ça oui, ça fait un moment. Mais voilà, du coup, ça fait beaucoup de temps. Toi, t'as été beaucoup occupé aussi. Ouais, pas mal, ouais. J'ai la chance de pouvoir filer, mettre ma pierre, ajouter ma pierre à l'édifice du montage d'un nouveau salon qui se monte en avril à Toulouse, qui va s'appeler Popcon. Et donc j'ai la chance de pouvoir aider l'équipe à avancer dans le bon sens et faire avancer cette sacrée petite bonne tambouille là qui prépare de vraiment de très très bonnes choses pour avril. Donc voilà, mais c'est très très prenant du coup. Je suis quand même un peu déçu parce que vu que c'est dans le sud-ouest, j'aurais appelé ça Popcon. Ah mais c'est possible, après la prononciation c'est possible, on dit popcorn, c'est plutôt la popcorn. C'est le salon de la culture pop quoi. Exactement, c'est ça, de la culture au pop quoi. Donc voilà. Reprenons notre accent parisien. Exactement. Les innombrables franciliens qui nous écoutent. Le pas peuple. Pas les stacks. Voilà, les pauvres. Oh. Non, des classes laborieuses. Oui. Depuis la dernière déclaration, des classes laborieuses. J'avais beaucoup aimé la formulation de Notre Majesté. Qu'est-ce qui s'est passé là ces 2 dernières semaines? Alors, ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, donc il y a eu 3 petites news, en tout cas 3 petits sujets de conversation que j'ai récupérés par-ci par-là. Pour les fans de Doctor Who, une plutôt mauvaise nouvelle, à savoir il semblerait qu'à l'heure actuelle... Ce soit une femme. Oh non, merde. Oh putain, on a dit qu'on lançait pas le sujet. Non, apparemment il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre le showrunner, dont malheureusement le nom m'échappe, et la production de la BBC, qui ferait qu'éventuellement le showrunner, donc le nouveau showrunner qui donc succède à Steven Moffat, en tout cas pour la saison actuelle, pourrait éventuellement partir à la fin de cette saison. Et le gros souci, c'est que la présence de Jodie Whittaker, qui, en ce qui me concerne, je trouve, fait un travail absolument phénoménal sur son interprétation du Docteur, est une amie très proche de ce monsieur, et pourrait bien le suivre si jamais il se barrait. Donc là, on se retrouve avec une situation qui, de mon point de vue, est à la fois triste et à la fois plutôt belle, à savoir, c'est triste de se retrouver avec un showrunner qui a essayé des choses, et une actrice qui essaye vraiment d'apporter son interprétation à un personnage qui a été 1000 fois fait et refait, mais qui arrive à vraiment garder cette... On retrouve vraiment le Docteur. Pour ceux qui connaissent et suivent la série, qui n'ont pas encore vu la nouvelle saison avec Jodie Whittaker dans ce personnage, on retrouve vraiment le Docteur. Mais on le retrouve sans savoir pourquoi. C'est vraiment dans l'ordre de l'indicible. On sait que c'est lui, on le voit, il est là, dans la moindre mimique qu'elle a, c'est le personnage, mais sans pouvoir dire ça l'est, ça l'est pas. Donc on a ce magnifique truc, et donc la crainte de voir ça partir, parce que c'est quand même une autre approche, c'est tout un autre panel de l'univers qui pourrait disparaître. Mais d'une autre manière, je trouve ça remarquable qu'on est encore dans une industrie aussi devenue aussi impersonnelle et infâme que peut être le cinéma et la télévision, une relation amicale suffisamment forte pour dire tu sais quoi, si tu te caches, je me casse. Et ça, j'avoue que ça me touche. Alors ça fait chier que ça tombe là, perso, mais putain, ça force le respect. D'autant que le showrunner de Doctor Who ne peut se réincarner que 13 fois et après c'est fini, je crois que c'était ça. Exactement, ils ont essayé de le changer en cours de saison, mais... Ça va pas le faire. Non, mais effectivement, oui, c'est... Comment dire, c'est pas mal que t'aies des gens qui acceptent de prendre des risques, quoi, parce que c'est ce qu'elle ferait, pour le coup. Quand on voit déjà, même à des degrés largement inférieurs, dans des jobs tout à fait normaux et beaucoup moins bien payés, le courage que ça prend, non, c'est vrai que c'est joli, mais après, est-ce que c'est pas possible seulement en Angleterre? C'est possible aussi, c'est pas impossible. Alors j'ai retrouvé le nom du monsieur, c'est Chris Chibnall. Ah oui, ça s'écrit comme un Chibnall. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de bien récent en série anglaise? Parce que je suis en train de me dire qu'avec entre Utopia, Sherlock et tout ça, il y avait eu vraiment une grosse montée en puissance. Il y a eu une grosse vague. La BBC qui revient, avec les documentaires du Feu de Dieu, et notamment, en termes de photos et en termes de trucs comme ça, il y a vraiment de... moi, j'ai pas aimé Utopia, mais clairement, c'est bien fait. C'est très bien fait. Images, mais j'ai pas vu. Je pense que c'est indéniable. Mais
Mais ouais, là, récemment, est-ce qu'on a eu des choses... Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ces derniers temps, bon, ça fait des années que pour beaucoup de personnes, et je pense que c'est très vrai, on estime que la télévision a rattrapé le cinéma en termes d'audace visuelle et sur plein de choses. Moi, j'ai été très surpris par la qualité de certaines séries, vraiment de leur approche du langage cinématographique. Il y a beaucoup de séries, alors malheureusement, c'est mon exemple parce que je suis pas fan de leur production, même si je respecte leur travail. Tout ce qui est la CW, je suis vraiment pas fan de leur travail parce que... CW par exemple, c'est ça va être les Arrow, les Flash, les Supergirl. Alors, par contre, il faut reconnaître que créer un univers constant, cohérent sur ce qu'on a entre Arrow, Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow, on est quand même sur 4 séries différentes et un univers constant. Ok, ça force le... Les mecs, ils ont beau boulot. Il y a quand même du beau boulot. Mais il y a un côté très interchangeable entre les différentes séries. Alors ça, d'un point de vue visuel, c'est un peu normal parce que c'est le même univers, mais d'un point de vue même mise en scène, je trouve ça un petit peu plat. C'est vrai que c'était le truc des séries Marvel, c'est que ce soit Netflix pour les geeks ou c'était comme ABC, Agents of Shield, qui était beaucoup plus consensuel. Du coup, clairement, à chaque fois, ils savaient à quelle audience ils s'adressaient et ils s'adaptaient, quoi. Et c'est vrai que ça ressemblait pas du tout, et même entre tout troll mis à part, entre le ton, en admettant que ce soit réussi qu'ils ont voulu donner dans un Iron Fist et celui d'un Punisher, c'est vrai que... Ah, complètement. Puis même d'un point de vue visuel, Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones avaient tous les trois des teintes, une mise en scène complètement différente qui faisait que les séries n'étaient pas interchangeables en termes de mise en scène, en termes de travail scénariste, travail de mise en scène et de narration, qui leur donnait cette identité propre. Le regret que j'ai chez CW, c'était le côté interchangeable. Mais je pensais plus à des séries, Game of Thrones qui a plus un côté spectaculaire. La série qui m'a vraiment marqué en termes de mise en scène et surtout de spectacle visuel, c'était la série Westworld, qui m'a vraiment surpris de retrouver cette notion de l'espace, de ne pas avoir de peur d'avoir un cadre vide, un cadre large. Voir un cadre large, quitte à avoir ce que le spectateur lambda pourrait appeler du vide, à savoir il n'y a pas d'action, t'as pas 150 000 personnages dans ton cadre, tout ce que c'est t'as des immenses plaines. Ben oui, c'est grand, c'est vide, c'est un western, et avoir cette audace-là, au cinéma, ça se retrouve de moins en moins, vu que les spectateurs veulent de plus en plus des cadres plein de vie, plein de trucs, il faut qu'il y ait de la vie, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait forcément quelque chose derrière. On a du mal à juste laisser le cadre parler, et retrouver justement cette audace-là, et Doctor Who faisait partie, même comme tu dis, la génération BBC, pareil, Sherlock, Utopia je peux pas dire j'ai pas vu, mais Sherlock avait aussi cette approche très cinématographique, mais ancienne école, Après, vient de retrouver un petit peu maintenant, quoi. Il faut voir aussi que les plans larges dans les séries, c'était compliqué juste pour des questions de budget, quoi. Aussi. Quand t'avais pas des drones et quand tu faisais l'essentiel de ton tournage en studio, c'est compliqué d'avoir un gros panorama ou un truc comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi le côté revanche. C'est-à-dire que autant le cinéma, il n'y a plus rien à prouver là-dessus, donc il a au contraire quelque chose à prouver en termes de CGI, quoi. Maintenant, Thanos, on a envie de voir le plus près possible pour montrer, vous avez vu le subsurface scattering sur la peau et les expressions faciales et les trucs comme ça. Il y a un poil blanc, putain, regarde bien, là, il y a un poil blanc. C'est comme des vrais êtres humains, et les séries qui, au contraire, eux, fonctionnent que sur des vrais êtres humains, disent, nous, au contraire, maintenant qu'on a un peu plus les moyens et que surtout, technologiquement, ça coûte moins cher, regardez, on vous montre des vrais grands paysages et des trucs comme ça. Mais par contre, en termes de parti pris artistique, un truc comme True Detective par exemple, il y a quelques années, aurait jamais pu avoir lieu. Ah non. Donc oui, il y a quand même des morceaux d'audace. Moi je me rappelle de séries très audacieuses. Je sais pas si j'avais parlé ici de The Booth at the End. Non. Tu vois cette série ou pas? Non, me dis rien. C'est une série très courte, je crois que c'est 2 saisons, mais c'est des épisodes qui durent peut-être 10 minutes. Et c'est un type qui se trouve dans ce qu'on appelle un booth, je sais pas comment traduire ça, un stand, pas un stand, un booth, ici c'est dans le sens dans un diner, tu vois, donc c'est une table, des chaises, il a toujours sa même chaise, sa même table, il est dans un diner, c'est toujours la table du fond, ouais ça se traduirait comme ça, peut-être la table du fond, et les gens vont voir ce mec-là, pour lui raconter toutes les misères qu'ils ont dans leur vie. Et un problème qu'ils ont, ça peut être n'importe quoi, lui il m'énerve, elle, je suis amoureux d'elle, elle me regarde pas, etc. Et le type note tout et dit ok, je peux vous aider
Simplement, il faut revenir à chaque étape, me raconter ce qui s'est passé. Et il leur donne même pas de conseils, il leur dit pas faites ça, faites ça, faites ça. Et juste par le biais de différentes histoires, on se rend compte petit à petit qu'elles interagissent tous. Et que ce type a un espèce d'énorme bouquin qui regroupe tout, et qui, comme s'il coordonnait un petit peu la vie de ces gens-là, de façon tacite. C'est très très curieux, c'est très intéressant, ça s'est arrêté à mon avis un peu trop vite, mais, et donc c'est très courageux, mais c'est une caméra dans un diner, tu vois. C'est-à-dire que le huis clos lui-même est courageux, en termes de mise en scène, mais du coup ça n'a pas coûté cher. Ouais. Alors que, enfin t'as peut-être vu depuis, le fameux plan séquence de 11 minutes de Daredevil dernière saison. Là, incroyable. Il y a même pas forcément d'effets spéciaux, mais il n'y a pas besoin. Ah non, là c'est... Je veux dire, pour qu'ils coûtent cher le plan. Ah oui, Parce que faut les entraîner, les mecs. Déjà, faut les trouver, les gars comme ça, ils sont pas au SMIC. Ah non, ça c'est clair. En tout cas, j'espère pour eux. Ouais, Charlie Cox, s'il demande une augmentation, on la lui donne. Enfin, j'espère. Ce mec-là, faut le garder, quoi. Ah, mais oui, absolument. Et donc, apparemment, je sais pas si tu t'es renseigné un peu, mais vrai one take, quoi. C'est vraiment la première. Non. Pardon. Je veux dire, c'est vraiment un seul plan. Ah oui. Séquence, il n'y a pas eu de coupure. Ah, mais ça, de toute façon, je sais même. À partir du moment où j'ai compris que c'était la scène dont tu m'avais parlé, j'ai commencé à scruter. Il n'y a pas un moment où ils auraient pu couper. Non seulement ça, mais en plus, dans la scène originelle, il y avait des moments où ils auraient pu couper, mais comme ils ont réussi à le faire en une fois, ils ont changé un petit peu en termes d'étalonnage au niveau de certaines lumières ou de choses comme ça, pour bien qu'on voit qu'il n'y a pas de coupure. Juste parce pour qu'en être fait, sûr, hein. ils ont pris, je crois, un jour de congé pour répéter, enfin un jour de non-tournage pour répéter. C'était épuisant apparemment. Ça se comprend tout à fait. Ils ont fait une matinée où ils en ont fait des plus ou moins bien, il y a toujours des trucs qui allaient pas, et puis après des ratages complets, hop, pause déjeuner, on revient, on la sort en une prise. Et les mecs se sont eux-mêmes étonnés parce que tout, dans l'acting, dans les cascades, ce timing de malade. Incroyable. Et puis même, on parlait d'audace, il y a des moments où la caméra ne suit plus l'action. Oui. L'action se passe même pas hors champ, c'est que la caméra va arriver à un angle de couloir, les personnages vont partir dans le couloir, vont sortir de l'image, et la caméra ne suit pas. L'action revient ensuite dans le cadre, mais voilà. Et joue avec le spectateur. Exactement. Et ça, putain, pour une série, l'air de rien, qui reste quand même... On est quand même sur une production Netflix, donc gros cadre quand même, certains codes à respecter, et Marvel derrière, donc... C'est pas une série qui a une liberté de ton absolument totale. Les mecs, ils sont quand même censés être sacrément cadrés. Putain, les mecs, ils se sont quand même un sacré parti face. Ouais, c'est une belle audace, quoi. Ouais. En plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que... Enfin, depuis le début, Daredevil, c'est le héros qui en prend plein sa gueule, tu vois. Ah, putain, ce qui est tout à fait cohérent avec les comics. Et du coup, il y a cette idée de... on lui donne des contraintes. C'est-à-dire que la première saison... Le plan séquence, c'est... En fait, il va péter la gueule à tout le monde. Après, c'est il va péter la gueule à tout le monde, mais il doit quand même... protéger ouais, c'est ça. Oui, c'est empêcher quelqu'un de... Il a le Punisher à sa charge, entre guillemets. Ce qui m'a beaucoup rappelé, du coup, le plan séquence de la première saison de True Detective, où je dois à la fois faire semblant d'être un malfrat, mais je dois éviter que quiconque se fasse tuer, et j'ai ce mec-là à capturer, qu'il faut faire parler, etc. Et où tu vois le type qui pète un câble et qui arrive à peine à garder le contrôle des opérations, mais encore, des fois, c'est tout juste. C'est brillamment fait, et du coup oui, saison 3 c'est limite Daredevil devient presque le moins fort du groupe, dans la mesure où il est complètement drogué complètement, et malgré ça il arrive à de l'intérêt de faire des podcasts en retard, hein. On vous spoil, hein, parce que vous l'avez déjà vu, sinon vous en fichez. Non mais voilà, c'est que... Et l'air de rien aussi, saison 3, le personnage ne porte pas son costume une seule fois de toute la saison. Et j'ai eu du mal, parce que la justification dans diégétique, on va dire, scénaristique, elle me convainc pas trop. J'aimais pas trop l'image du diable et tout machin. Après, il y a aussi quelque chose de... dans beaucoup de films comme ça, le costume fait main, il est souvent plus classe que le vrai. Et je pense que il y avait cette belle apparition fin de la saison 1, ça y est, il est vraiment Daredevil, etc. Ouais. Après, je pense que dans la saison 2, ils ont dû avoir des retours en mode... Il y a des retours quand les gens étaient... Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement convaincus. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je l'ai trouvé bien.
Je trouvais la manière que Charlie Cox avait de le porter, je trouve que ça lui allait très bien. Je trouvais le rendu plutôt pas mal. Je trouvais crédible dans le sens, on voit le côté armuré, mais on comprend que le mec reste quand même très agile avec un costume pareil. Oui, d'un point de vue physique, je suis d'accord. Après, du point de vue du personnage, ils veulent... C'est plus vraiment... Enfin, c'est pas que l'homme sans peur, là, qu'on a. C'est vraiment quelqu'un de violent, de brutal. Et c'est vrai que le premier... de brut, en fait. Et que le premier costume montrait bien ça, avec cette idée de le bandeau par-dessus les yeux, quoi. Oui. C'est vrai que dans Daredevil, j'ai jamais compris ça. Alors, les yeux du masque de Daredevil sont fermés, mais ils existent quand même. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais... Alors que, ouais, c'est vrai que visuellement... voilà, si c'était quelque chose de parfaitement lisse avec rien qui dépasse, je sais pas, ça serait peut-être un peu plus dérangeant parce que le côté l'aveugle qui se bat mieux que les voyants, tu vois, il y avait je sais pas, il y a peut-être en langage de comics là pour le coup, peut-être que ça aurait été plus compliqué de donner des expressions à un personnage qui n'a même pas de Dieu, je parle pas de l'œil en lui, mais de zone. Ouais, peut-être. C'est à niveau des expressions, parce que bon, on sait pertinemment, genre Spider-Man, ses yeux, contrairement au dernier film, ils grandissent pas au fur et à mesure des expressions. C'est le nombre de fois où on a vu un œil plus grand que l'autre, un peu comme Deadpool, parce qu'il était surpris. Non, on sait que le costume, le masque bouge pas. On a besoin d'avoir ces expressions sur un personnage, même si logiquement le masque est pas censé bouger. Je sais pas si elles sont montrées ces expressions dans les comics. Ce serait que... Mais par contre, c'est vrai que... Il y a dû en avoir, je sentais les yeux légèrement écarquillés, tu sais, les pommettes ou les sourcils qui se relèvent un petit peu plus. Ça serait à regarder, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que le costume armure comme ça faisait peut-être un peu propre par rapport au Daredevil qu'ils voulaient faire. C'est possible. Mais à voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines saisons, s'il y en a sur Netflix. C'est ça que j'ai trouvé très, très, très curieux et puis très, très con, parce que la saison 3 est vraiment géniale. Oui, mais qu'ils veulent se le rapatrier. Moi, je suis contre sur le principe, mais c'est logique quoi, d'imaginer. Ah oui, non, complètement. Ce que je trouve très con, par contre, ce serait mettre fin... Enfin, disons qu'ils ont mis fin aux séries, j'espère qu'à la limite ils vont les recommencer avec les mêmes acteurs, parce que pour moi... Ah oui, mais moi je pense que c'est pas... Luke Cage était parfaitement casté, Jessica Jones n'en parlant même pas, et bon, Charlie Cox, c'est le mec qu'il faut jamais lâcher, quoi, c'est pas possible. Jamais le lâcher, il y a pas mal en termes d'équipe technique, les chorégraphes, je sais pas qui c'est, mais tu les gardes, parce que même... Et même, je crois que c'est Finn Jones, celui qui faisait donc Iron Fist. Pour moi, il était juste mal dirigé. Enfin non, c'était juste le personnage qui était mal écrit, mais lui était très bien. Lui était mal écrit. Enfin, il était mal écrit dans la première saison. Il était mal préparé au niveau arts martiaux. C'est pas un faible travail, quoi. Donc après, les chorégraphes, il faut qu'ils s'adaptent derrière. Clairement. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Non, à mon avis. Et c'est presque ça qui est décevant, parce que chez Marvel, ils ont toujours réussi à faire ça. L'exemple que je prends toujours, ça reste quand même les Captain America, notamment à partir du deuxième, donc à partir de Winter Soldier, où ils avaient parfaitement réussi à prendre systématiquement en compte les capacités particulières de leurs personnages pour les impliquer et les mettre en valeur dans les combats. La confrontation Captain America Winter Soldier sur l'autoroute est juste remarquable de compréhension des capacités des personnages. Ouais. Et là, justement, bon, on sait que c'est pas les mêmes équipes, mais du coup, quand t'as une partie de l'univers Marvel qui arrive à taper juste sur ce truc-là, et t'as un personnage qui est aussi pointilleux, en tout cas, où il faut vraiment pas louper à ce niveau-là à côté chez Netflix, et que c'est loupé, et je peux effectivement comprendre que les gens aient tiqué sur le fait, les mecs, merde, putain, vous avez réussi avant. Bien sûr. Après, voilà, ils ont pris un type qui était sur la pente ascendante, il a joué dans Game of Thrones, etc. Bon, tu vois, et c'est vrai que les trois autres en ont pas eu besoin, quoi. Non, à mon avis, ils veulent virer personne à part des showrunners Disney. Enfin, je ferais ça. Honnêtement, j'espère, parce que ce serait... J'amène mes showrunners à moi, super rodés, tu vois, briefés par Kevin Feige. Je pense que tout ce qu'ils ont à faire, c'est rembarquer les équipes en intégralité. Hein. Je pense que... Après, je sais pas comment ils ont fonctionné. Est-ce qu'une partie de la production, de l'équipe technique, c'était Netflix qui l'avait mis à des dispositions, ou est-ce qu'il y a des contrats est-ce que c'est Marvel qui faisait son truc, mais diffusé sur Netflix? Est-ce que du coup, Marvel, tout ce que Disney a à faire, c'est on change de truc, et puis basta. J'espère franchement qu'ils changeront pas le casting, parce qu'il était vraiment au poil. Ouais. Et l'air de rien, depuis le temps, et moi, ça fait partie des rares choses que j'ai vraiment aimé dans Defenders, c'était l'alchimie qu'il y avait au niveau des personnages, qui n'avait pas eu le temps vraiment de se développer sur Defenders. Mais l'air de rien, la saison 2 de Luke Cage, la réapparition d'Iron Fist, elle avait l'air naturelle. Enfin, elle était logique, ouais, exactement. Elle était organique, elle passait toute seule.
on sortait le côté, les mecs, les potes qui étaient contents de se retrouver, de se revoir, etc. L'air de rien, je trouvais que l'alchimie était pas trop mal passée dans la première saison de Jessica Jones avec justement Luke Cage encore une fois. Je rêverais de revoir une confrontation physique ou même là, un combat en coopération entre Iron Fist et Daredevil, parce que la baston qu'il y avait entre Daredevil et Iron Fist dans Defenders, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était beau à voir. Ah, je m'étais régalé. Mais ouais, il y avait quelque chose, il y avait une bonne équipe, un bon groupe, des bons héros, bien castés, et ce serait con de les perdre. Bah, ouais. Et ce serait con de la part de Disney qui pour l'instant ne s'est pas planté dans la gestion de Marvel, quoi. Non mais on peut comprendre aussi qu'ils soient protecteurs avec leur poule aux œufs d'or. On verra ce que ça donne. Et notamment avec le coup des séries spin-off, les Loki et autres, peut-être l'idée comment dire, d'avoir une plus grande interaction entre les séries et les films, quoi. C'est possible, et on se pose tous la question de qu'est-ce qui va se passer avec donc, les nouvelles licences qui vont arriver, donc à savoir les X-Men, les 4 Fantastiques, tout ce que Disney et Marvel ont pu récupérer du rachat de la Fox. Est-ce que éventuellement ils n'auraient pas prévu une intégration de ces personnages par le biais de la plateforme de streaming, à savoir donc par le biais de la série télé, plutôt que par le biais des films, de la licence cinématographique, voire le MCU, voire même, je viens de tilter, mais ce serait pas impossible, comme ça se fait beaucoup sur Netflix, qui prévoit certains longs métrages, non pas pour le cinéma, mais directement pour la plateforme. Exactement. Ça pourrait être un bon entre-deux en termes de budget. Ouais, c'est 15 dernières années, on va dire, peut-être depuis l'arrivée des Sopranos, ça a été le renouveau de la série. J'attends que le renouveau du direct ou vidéo, quoi. Ah oui, parce qu'effectivement, pour le moment, c'est mal connoté. Quand un film sort en direct ou vidéo, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre pour une sortie en salle. Donc oui, d'autant que... Il y a des licences qui s'y prêteraient parfaitement. Je pense dans la licence qui s'y prêterait, par exemple Dredd. J'ai adoré le dernier Dredd avec Karl Urban, que j'ai trouvé génialissime. J'adorerais une suite, quitte à ce qu'elle ne sorte effectivement que sur Netflix ou sur une plateforme. Et les 4 Fantastiques, c'est une comédie familiale. Ah, tout à fait. Depuis le début. Ah, tout à fait. Donc un 4 à la maison, ou je sais pas, peut-être pas sur ce ton-là, tu vois, mais... Le truc avec le film, c'est que tu vas être obligé d'avoir une espèce de tension dramatique. Je les imaginer en mode ma famille d'abord, ou 5 à la maison. Step by step. Avec Ben Grimm dans le rôle de Alf. Ouais, bonjour. Johnny. Alors, non, mais sans aller dans cet extrême-là, tu vois, moi par exemple, j'aime beaucoup Tony Stark quand il est un connard. Ils ont pas pu trop développer là-dessus parce que rapidement, il faut lui mettre beaucoup de pression sur les épaules, et puis il fait du PTSD, et puis il va mettre le monde en danger parce qu'il est trop intelligent et qu'il est complètement parano et qu'il a très peur. Et voilà, et t'as tout un tas de... Enfin voilà, le Tony Stark quand même, grâce à Robert Downey Jr. on le voit encore, mais c'est quand même quelqu'un qui balance des vannes, quelqu'un qui a pas forcément... s'il est très Ayn Rand comme personnage, il a pas forcément l'impression que tout le monde est du même niveau que lui, tu vois. Ah non, clairement. C'est-à-dire qu'un Reed Richards ou Bruce Banner, ça dépend. C'est plus des gens assez sympas c'est plutôt le gentil geek, tu vois. Ouais. Tony Stark non, mais du coup quand tu dois forcément pousser le truc avec les enjeux sont toujours supérieurs. Ah, maintenant il a un fils adoptif, c'est Peter Parker, et il meurt, et voilà. Et donc du coup voilà, tu fous de la tartine de mélodrame. C'est très bien, mais c'est vrai qu'un truc un peu plus léger, faut se rappeler quand même le début de Marvel, de Marvel qui s'appelle Marvel, c'est justement les 4 Fantastiques. C'est ce moment où Stan Lee voulait quitter la boîte et où sa femme lui dit quitte à quitter la boîte, fais-toi virer, quoi, fais ce que tu veux, et puis quand ça rate, les mecs ils te sortent, bon, ça a pas raté. Pas de bol. Dommage. Et mais du coup, je vous jure, j'ai essayé de me louper. Je vous jure que j'ai essayé. Mais c'est une famille parfois un peu dysfonctionnelle, mais qui s'aime beaucoup. Et, avec le papa, la maman, le tonton râleur et le gamin qui fout la merde. C'est ça, exactement. Ça. Et donc bon, ça a été magistralement réinterprété dans Les Indestructibles, qui est clairement un hommage, alors à plein de trucs certes, mais quand même, si on doit citer une inspiration, c'est les 4 Fantastiques. Ah mais c'est clairement ça. C'est la vie de famille. Tout. À l'exception des flammes. Alors s'il y a Jack, bon, on vous spoil pas la fin du premier, on vous spoil pas la fin du premier, vous le savez. Oui, ils ont remélangé un petit peu. Ils ont juste remélangé, mais un petit peu les pouvoirs, tout est là. Mais voilà, tout est là, mais voilà. Et puis le côté comment fonctionnait
comment fonctionner en tant que famille quand il se passe comme ça quelque chose d'extraordinaire. Et de la part de quelqu'un, oui, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, etc., c'est l'unité familiale mise en danger, etc. Et aujourd'hui, il y a des tas de choses à dire, parce que l'unité familiale, elle a explosé. Ah, complètement. Et comment tu traites du mariage homo, des divorces, remariages sans cesse, des trucs comme ça. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Quand la Jane Storm, c'est un contre-exemple, j'allais dire, parce que Rose Reborn, c'est sur oui, Suzanne, Jane Storm. C'est Rose Reborn, c'est sur un an, mais quand Mrs. Fantastic apprend qu'elle peut pas avoir de môme, elle est complètement désespérée. Et nous aussi, si ça se passe dans un film, bon, bah, on est triste pour elle, tu vois, mais c'est pas... Là, quand tu suis ces personnages-là pendant si longtemps, ouais, je suis très... Les X-Men, c'est pareil, hein. Ah oui, bah, complètement. Putain, les X-Men, c'est Friends, par contre. Non, puis le truc, c'est qu'avec l'actualité qu'il peut y avoir, que ce soit par rapport à la communauté LGBT aux États-Unis, par rapport à la communauté afro-américaine, c'est faire une série X-Men et reprendre le cœur du propos, à savoir qu'est-ce que ça fait d'être une communauté pourchassée. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très lourd. Pas forcément de lourd en termes de ton, mais on est capable... En termes de sens. En termes de sens. On est capable maintenant de faire des séries qui sont légères à la base. Pour moi, le meilleur exemple, c'était Scrubs, qui était une comédie, qui partait dans tous les sens, mais qui régulièrement savait précisément comment retourner la situation pour te faire te rendre compte de choses hyper lourdes, hyper graves. Et c'était il y a 10-15 ans. Et on a beaucoup d'autres séries, notamment sur Netflix maintenant, qui arrivent avec un ton léger de manière globale, qui arrive à parler de choses très très lourdes. Si en plus on a ce personnage qui ne se prête pratiquement qu'à ça, qui s'y prête parfaitement, il y a moyen effectivement par le biais de la série plutôt que par le film de vraiment développer les personnages et de vraiment bien mettre en place la portée sociale qu'ils avaient dans le comics. Et donc voilà, pour le coup, ça va être même dur de faire un cran au-dessus, quoi. S'il faut arriver à faire progresser le débat, c'est vrai que déjà dans les X-Men, t'avais Magneto, c'était quasiment Malcolm X, le côté je veux plus être la victime maintenant, je préfère être le coupable que la victime. Exactement. Tu vois. Et donc on répond par la violence et tout, et avec Martin Luther King, version quand même plus policée, parce que Martin Luther King a quand même tenu des propos il était plus assez trash, mais voilà, plus dans la personne plus nerveux que le Martin Luther King qu'on a mythifié après. Puis, mais attends, c'est ce qui se comprend tout à fait, hein, c'est pas un jugement que je fais. Oh, dis donc, il aurait pu être plus poli pendant qu'il se faisait taper dessus. Non. Genre, il a les chiens. Non, donc ouais, avec cet antagonisme-là, où là, pour le coup, autant j'ai trouvé la motivation de Thanos un peu stupide dans Avengers, ça c'est perso, bref, peu importe, autant celle de Magneto, mais je les comprends tout à fait. Il y a pas, c'est ça, et là pour le coup... Je suis pas d'accord, mais au-delà de l'interprétation de McKellen qui pour moi était magnifique, ça, mais même dans les plus mauvais des films X-Men, c'est quelque chose qui a toujours été bien fait, c'est on ne peut jamais réellement blâmer Magneto pour ses actions. Ben oui. Certes, sa méthode est extrême, mais avec ce qu'il a vécu et ce qu'il ne veut tout simplement pas qui arrive à son peuple, on peut pas lui en vouloir. La fin de X-Men 2, je l'avais trouvé absolument horrible. Quand il disait, voilà, je suis désolé, c'est oui, effectivement, je te trahis pour la millième fois, mais je refuse de laisser ça arriver. Et moi, j'y ai déjà été. Toi, tu peux avoir la foi que tu veux en l'humanité. Moi, je sais ce qu'est l'humanité. Et toujours ce respect qu'il y a entre les deux. Tu me fais penser à ça, c'est vrai que Magneto a son origine dans les camps. Mais du coup, si on devait moderniser un Magneto, est-ce que justement, il pourrait pas avoir été gamin pendant le mouvement des droits civiques, quoi. Et alors là, pour le coup, tu reviens très vite d'actualité, tu vois. Là, c'est tu. Alors, la grande question, en image, pour le rendre, en fait, c'est presque con, mais pour le rendre plus fort, il aurait presque fallu qu'à partir de là, Magneto, le personnage, soit afro-américain. Exactement. Ce serait énormissime si tu le places effectivement dans un cadre. Dans ce cas, il faut que Xavier aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est il faut que Xavier aussi, mais la grande question, c'est. Lequel des deux serait joué par Idris Elba? Non, mais là, c'est triché. Non, je suis désolé, c'est pas toujours avoir un Idris Elba sous la main. À des moments, il faut laisser la place à d'autres gens. Oh, je voterais Magneto. Magneto par Idris Elba, ce serait... En fait, Ou Denzel Washington.
Non, même pas, je crois. Mais le problème d'Idris Elba, c'est qui tu fous en face, quoi. Quand il faut faire un duo comme ça... Putain, il faut parce que ce qu'il y a de formidable dans The Wire, par exemple, c'est que le personnage que joue Idris Elba, c'est un bras droit, quoi. Mais c'est le bras droit de quelqu'un qui est alors certes parano, intelligent, etc., mais qui a toujours l'air moins brillant qu'Idris Elba. Le mec qu'il a en face, c'est un flic qui est alcoolique, qui a pas de vie de famille, de machin, qui est un minable. Enfin, c'est-à-dire que t'as plus envie d'être Idris Elba enfin, c'est fou, quoi. Non, mais j'ai pas envie d'être le héros, en fait, non. C'est fou. Mais le problème, c'est que même si je trouverais ça hyper osé, et là, ça pourrait même carrément suivre ce que dit Kevin Feige, à savoir le fait que maintenant Marvel ça va partir dans un sens complètement différent. Et on revient effectivement à ce qu'on avait dit, à savoir les tentatives d'audace, à savoir Into the Spider-Verse. Si on fait un film d'animation qui parle un truc complètement obscur, on essaie des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. Et là, ce serait énorme. Mais la question, c'est est-ce que les fans seraient prêts à accepter, malheureusement avec tout le côté puriste que ça peut avoir, d'avoir deux personnages iconiques à ce point modifiés. Alors, même si t'as toujours des gens qui vont râler. Toujours. Même si, de mon point de vue, si on partait là-dessus, ce serait certes changer énormément de choses, mais ce serait en garder le cœur. Bah, c'est-à-dire que le truc, c'est que comment je peux dire ça? C'est-à-dire que là, on n'est pas que sur quelque chose, tu vois, justement, Idris Elba dans Thor, ou certains comme ça, changement de casting, tu te dis, les mecs étaient gênés d'avoir un univers uniquement blanc, ils se sont dit, voilà, on est quand même au 21e siècle, il faut avoir un casting un peu plus divers, etc. Mais quand ça arrive sans raison scénaristique, la raison pour laquelle George Washington est noir dans Hamilton, elle est évidente. C'est-à-dire que George Washington n'était pas américain, il est né britannique, parce qu'il est né dans des colonies. Donc, on a envie d'ailleurs, il le mentionne directement dans la pièce, il dit c'est un pays d'immigrants. Et donc, il parle évidemment dans un contexte politique particulier, etc. Mais du coup, tu les fais jouer par des gens qui sont visiblement immigrants, c'est logique. Là, pareil, de passer d'un Magnéto juif, non pas que les juifs l'ont eu peinard depuis 50 ans, hein, mais c'est vrai que en termes d'événements marquants, de quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de Magnéto aujourd'hui, et avoir vécu dans son enfance, descendant d'une lutte d'un peuple opprimé, passé par les droits civiques, une époque traumatisante, ou la guerre d'Algérie, mais forcément ils feront pas un truc. Bah, tu vois ce que je veux dire, ils feront pas un truc français. Bon bah voilà, et d'une certaine manière, ce ne serait qu'effectivement qu'un hommage aux personnages desquels les deux personnages ont été inspirés, à savoir effectivement Malcolm X et Martin Luther King. Exactement. On revient à ces deux personnages-là. Bon, Monsieur Faggy, voilà, encore une fois. Hein, on vous rappelle le tarif, hein, non, en fait, continue juste de faire des films. Voilà, c'est une mention en fin de générique, hein, chacun, et puis c'est bon. On n'est pas regardant, on n'est pas difficile, hein, franchement. On fait un caméo maintenant qu'ils auront de la place pour le caméo. Bon, d'accord, tous oui. Salaud. Enfin voilà, mais ouais, donc, je pense qu'effectivement, ce sont deux groupes de personnages qui mériteraient plus, effectivement, d'être développés sur du long terme, donc sur de la série plutôt que sur du one-shot, donc sur du film, sachant qu'en plus, à chaque fois, la production d'une suite qui justifierait du coup, qui permettrait le développement des personnages, c'est toujours dû à des questions de... des questions de rentabilité. Du coup, t'as besoin d'avoir des stars, alors que dans une série, t'as au moins une saison pour développer le truc, tu vois. Absolument. Et tu peux prendre des inconnus. Ça aurait été moins choquant, en fait, je pense, ça aurait été plus facilement accepté de voir le casting des derniers X-Men. Donc, à savoir... les jeunes, là, oui. Voilà, les jeunes. Alors, désolé, les gars. Non, je pensais pas, je pense plus les nouveaux élèves, à savoir la nouvelle interprète de Jean Grey, le nouveau Cyclope. Ça aurait peut-être moins choqué, je pense, les spectateurs ou les fans de les voir dans une série télé plutôt qu'au cinéma. Tellement l'habitude, on a été mal habitués, quoi. C'est difficile de passer après des cadors comme effectivement, comme Ian McKellen, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Masters, Janssen, enfin voilà, c'est chaud de passer derrière et t'arrives, toi derrière, je prends le même perso. Mais du coup, pour le 4 Fantastique, on va dire, pour être poli, qu'il n'y a pas encore une distribution qui a convaincu les foules. Moi, je maintiens que Evans était très très bien à la Torche Humaine. Il était bouffonnesque au possible, mais ça... Il était bien dedans. D'aucuns racontent qu'il a eu un autre boulot depuis, donc ça va pas forcément être possible. Après, moi, le mec de The Shield, là, en Ben Grimm, c'était très bien. Bon, maintenant, il doit se faire un peu vieux. Si, je l'ai vu il joue dans Gotham, ouais. Oui, effectivement, j'ai vu qu'il était dans Gotham. Mais donc, qui prend qui recaster
voyons. Donc en imaginant un casting plus télévisuel que cinématographique. Télévisuel que cinéma. Voyons, en tranche d'âge. Il y a des trucs qu'on ne devrait pas faire en direct, ça devrait réfléchir. Exactement. Ouais, faudra. Ce genre de truc, de toute façon, j'en ai d'autres thèmes à la con comme ça. Genre, Oui, et bon, si on castait un. Ça, on le fera quand on essaiera en live. Ouais. Et que les gens pourront participer et nous sortir des idées à la con. C'est notamment, si vous voulez prendre des notes, imaginez si on devait caster les Avengers en France. Ouais. On prend qui? Là, ça va être plus long. Donc, du coup, en live, ce sera plus rigolo. Faut regarder, à mon avis, du côté au service de la France. Je crois que Ah, j'ai c'est parlé de possible. cette série, Exact, ouais, c'est possible. des trucs, ouais. Deuxième sujet que j'avais, justement, Ouais. tant qu'on est sur le streaming, il semblerait que Netflix ait découvert, ou en tout cas redécouvert, à quel point l'animation japonaise, ou à quel point les productions japonaises étaient florissantes, Très vrai. vu qu'ils ont annoncé l'arrivée donc de Neon Genesis Evangelion sur leur plateforme à partir de l'été 2019. Donc la série d'origine, je pense, la version remasterisée, s'ils sont pas trop cons, mais donc en intégralité sur Netflix. Également... Un live action Cowboy Bebop, hein, je glisse ça comme voilà, ça. exactement. Donc encore une fois, en droit de te poser la question du vous allez prendre quoi en japonais ou pas. En gros, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez nous faire le coup de Full Metal Alchemist, à savoir une série qui est foncièrement dessinée et écrite pour avoir un casting plus germanique qu'asiatique, mais quand même prendre un casting japonais? Ou est-ce que vous allez faire complètement autre chose? Et le troisième qu'ils ont fait, c'est donc l'annonce de la nouvelle série animée des Chevaliers du Zodiac, Ouais. qui, de ce que j'ai compris, Ça va me manquait plus pas, hein. prendre le design apparemment du dernier long métrage. D'accord. Que moi, alors autant j'ai pas aimé le long métrage parce que j'avais aimé la série, hein, et que bon, c'est quand même compliqué, mais il n'y a pas à chier. Graphiquement, le film, il envoyait du pâté. Les armures étaient super stylées, désolé, moi les armures je les trouvais super classe. L'animation était vraiment énorme, et ouais, on avait vraiment cette impression de puissance chez les chevaliers, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que Netflix est en train de se faire. Est-ce que 2019 sera l'année du Japon netflixien? Je suis pas sûr je de sais comprendre pas. ce qu'ils font en fait. À mon avis, ils analysent régulièrement leur population, et là, il y a d'une part peut-être beaucoup de gens qui partent sur HBO ou qui arrêtent les abonnements parce qu'ils font d'autres trucs, qu'ils achètent des DVD ou je ne sais quoi. Et il y a que les geeks qui restent, alors ils se disent il faut les nourrir. Et il y a Disney qui arrive, et justement un potentiel assez certain de grande migration nerdiesque vers un autre service, et donc non mais regardez, on fait ce que vous voulez. Ouais, mais tous les dessins animés ils partent. Mais on en a d'autres, rappelez-vous, vous aimez bien ça les dessins animés japonais. Et puis surtout, ils doivent écouter un peu plus leur population majoritaire, c'est-à-dire des Américains, mais alors quand t'es pas américain, le nombre de trucs que tu peux pas voir sur Netflix. Ah oui, c'est frustrant. C'est clair et net. Et apparemment, vu que même Netflix France a annoncé ces 3 projets-là, ce serait prévu pour du mondial. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai vu ça, c'est ce qui m'avait pas mal quand même interloqué. Notamment, oui, le Cowboy Bebop en live action, donc en série avec des vrais acteurs dedans. Ouais, voilà, je vais même pas te demander qui tu vois. Avec des vrais bouts d'humains dedans. Idriss Elba. Ah non, c'est Ah non, vrai. j'ai dans le rôle du chien, ouais. Mais il serait crédible en corgi, et tu le sais. Mais bien sûr, Tu le sais. il serait magnifique. Il serait magnifique. super. Même en Ed, il serait magnifique avec ses. Mais avec ses bras. Avec son mini-shirt, sa petite brassière et ses grosses lunettes sur le front. Ce que j'espère. Putain, Idriss Elba en brassière, ça y est, je vais pas dormir de l'année. Je suis sûr qu'il y a une photo quelque part. Oui, je ne peux pas la voir, mais oui. Je me dois de la chercher en haut. Postez-la en commentaire. Je me dois. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère qu'ils vont garder Yoko Kanno à la musique, quoi. J'espère aussi. Je vois pas comment ce soit possible, mais tentons-le, on sait jamais. Des fois qu'elle sort de sa caverne, je sais pas ce qui est fou, elle, hein. J'ai pas suivi ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait récemment comme projet. Ah bah tiens. Bah, écoute, on s'en sort bien quand on tape. Tu vois pas Idriss Elba tank top, on a que des photos de lui. Alors ça, c'est en Marcel. Mais bon, ça c'est pas de la C'est pour ça que t'es tout rouge. On s'en sort bien, c'est pour ça, j'ai un peu chaud. Alors c'est con, je peux pas faire le lien depuis Idriss Elba en Marcel. Par contre, on parlait de Yoko Kanno avant, et depuis la musique japonaise, je peux le faire. Le nouveau jeu, je vais y arriver, de Tetsuya Mizuguchi est sorti. Il s'appelle Tetris Effect. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler ici, Ouais. parce que il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas forcément joué à des jeux de Mizuguchi avant, et qui ont vu passer le truc et qui se sont dit, oh, un énième Tetris, je passe. Ne passez pas. Ne Pourquoi Ne le faites pas.
Mizoguchi, c'est donc un type qui a créé des jeux assez marquants, spéciaux, et qui a toujours un rapport particulier avec la musique. Et notamment Rez, Météos et Lumines. Ces deux derniers, qui étaient sur console portable, ressemblaient déjà pas mal à un système façon Tetris. Mais l'intéressant, c'est pas forcément les mécaniques de jeu dans ce que fait ce type. C'est qu'il a un cheval de bataille qui est la synesthésie. La synesthésie, c'est quoi? C'est une sensation, on peut dire, un mélange de sensations qu'on a tous plus ou moins, et qui associe un sens avec un autre. À l'extrême, c'est ce qui se passe quand on prend du LSD ou qu'on a certains troubles mentaux et que par exemple on peut entendre des couleurs. Des gens qui arrivent à calculer très très rapidement parce qu'ils voient les nombres. Ils les voient comme, justement par exemple comme des couleurs, comme des choses comme ça. Et du coup ils arrivent à les ranger différemment dans leur tête et calculer très rapidement. Mais le fait est que cette association-là, on la fait tous plus ou moins. Et surtout, il y a des corrections en termes de perception que le cerveau fait en permanence. Et par exemple, si on analyse ce que voit un cortex visuel, ça ressemble un petit peu à une télé qui a de la neige. Alors les jeunes ne sauront pas. Faut que tu googles parce que c'est en gros une espèce. Sans déconner, j'y ai même pas pensé au fait. Effectivement, on a une génération qui ne sait pas ce qu'est la neige. Ah bah si, c'est le début du Ring d'HBO. Ou de Ring aussi. Oui, dans Ring, une sorte de machin tout gris, machin la télé quand elle marche pas. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, on voit ça. Et si tu veux, si on prenait toi, tu vois, un Benjamin Allais, qui a vécu exactement la même chose, mais sans le sens du toucher, tu ne verrais pas la même chose. Parce que ton cerveau se souvient de ce qu'il a touché et il analyse ce qu'il voit en fonction. Bref, toujours est-il que une œuvre multimédia, quelle qu'elle soit, joue toujours plus ou moins sur la synesthésie. Un exemple, quand on mixe une vidéo de quelqu'un qui parle, et qu'on a donc le son et l'image séparés, si on cale exactement le son sur les mouvements des lèvres, on a l'impression que le son arrive trop tôt. Pourquoi? Parce que naturellement, le cerveau fait la différence, même s'il ne l'aperçoit pas, entre la différence de la lumière, la vitesse de la lumière, et la vitesse du son, qui sont très différentes. Et du coup, le son a tendance à arriver un tout petit peu après. Et du coup, quand on monte les deux, il faut mettre le son un tout petit peu, mais à peine après l'image. Sinon, on a une impression bizarre. Donc, ces illusions-là se font en permanence, et Mizoguchi, c'est un peu le maître de ça. C'est-à-dire que il va te faire jouer à quelque chose, et il va t'afficher des choses sur ta vision périphérique, qui vont être plus ou moins liées avec la musique. Et petit à petit, tu te rends compte que tu vas te mettre à jouer en rythme et à ressentir le jeu d'une façon qui est vraiment unique. D'ailleurs, il a créé pour ce jeu-là, pour l'adaptation qu'il a fait de Rez, qui est un de ses plus grands classiques en réalité virtuelle, il a créé une tenue qu'on met sur son corps et qui joue la musique en vibration sur notre corps. Donc tu ressens la musique, tu la ressens passer dans ton corps. Wow. Et alors là, il est aidé par on va dire la technologie, le matériel, mais ce qu'il arrive à faire déjà sans ça, et juste avec le visuel, le sonore et l'action du joueur, c'est vraiment remarquable et ça peut te mettre dans des états qui sont, quand tu es vraiment à fond, c'est proche d'une transe, quoi. Ce que Csikszentmihalyi appelle l'état de flow, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé là-dessus. Bref, je parle technique, toujours est-il que ce type-là s'attaque au grand classique qu'est Tetris. Le jeu est sur PS4, il est compatible PSVR, donc vous pouvez y jouer complètement enveloppé de cette espèce d'univers un peu éthéré, bizarre. Oh, c'est énorme. Ouais, et avec vraiment, vous verrez quand vous regarderez les images, une idée de pulsation. Et je vous encourage, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, à plutôt le tester que regarder des trailers, ou au moins regarder quelqu'un jouer sur un écran assez grand, parce que le voir seulement, ça retranscrit pas tout ce qui se passe quand on est à fond dans ce jeu. D'autant que très souvent, quand on regarde des gens jouer, ils parlent en même temps, donc ils sont pas forcément dans le truc. Mais à y jouer et à se concentrer vraiment sur ces briques, avec les visuels autour qui se développent, voilà, c'est un travail admirable et je vous enjoins à l'essayer. À tester, quoi, tout simplement. Voilà. Eh ben écoute, il faudra absolument... Là, moi, personnellement, je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu. En plus, ces derniers temps, je me suis un petit peu... J'ai changé de téléphone, ce qui fait que j'ai un téléphone qui possède enfin un gyroscope, ce qui lui permet donc enfin de pouvoir tester, tu vois, le machin là-haut dans l'étagère. Ouais. Je me suis acheté un petit casque VR à 4 € chez Action. Ouais. Et j'ai commencé à m'essayer à 2-3... Alors YouTube apparemment a des vidéos et permet en fait de voir directement sur téléphone des vidéos en format... c'est ça, en format 362. Et Facebook aussi, tu peux chatter à 362. Effectivement, et c'est... c'est troublant parce que c'est efficace.
Alors que c'est un smartphone. Hein. C'est juste un smartphone. En fait, si votre smartphone en fait, a suffisamment de puissance pour faire tourner des vidéos en 4K, vous avez un rendu qui est vraiment bluffant. Alors si vous voulez vraiment vous faire le truc, vous vous calez dans une pièce avec de l'espace, un petit casque, alors je crois que vous pouvez même carrément télécharger juste des patrons en carton directement sur Google. D'ailleurs, pendant un moment, je crois que c'était en Suède, McDonald's, dans les Happy Meal, donnait des lunettes VR. Oui. Donc, tu découpais ton Happy Meal, tu mettais ton smartphone dedans, et c'est voilà. Vous avez des casques à 4€ chez Action, c'est pas de la pub, hein, c'est juste que c'est un fait, hein, j'ai acheté le mien à 4€, il est très bien. Vous calez ça, donc ça sur la tête et un casque sur les oreilles, et vous pouvez avoir une véritable expérience. Grâce à ça, c'est GoPro qui avait mis, grâce à sa nouvelle caméra, donc la GoPro Fusion, une caméra une vidéo d'un mec qui avait fait tout simplement surfer un tube à Hawaï. Je me suis retrouvé à me baisser pour pas me prendre la flotte, avoir vraiment cette impression d'immersion, c'est vraiment impressionnant, avec, comme tu dis, juste un smartphone. Ouais. Donc ce qu'on arrive à faire. Tu as essayé les casques haut de gamme J'avais essayé, un HTC Vive au Avalon à Toulouse. Et oui, c'est juste impressionnant. C'est vraiment impressionnant, la taille du champ de vision, l'immersion, l'interactivité, c'est juste impressionnant. Je suis parfaitement d'accord avec Marcus qui, dans une conférence à Toulouse, avait dit que pour lui, la réalité virtuelle, la VR, était l'avenir du jeu vidéo. Il y avait une capacité d'interaction entre le joueur et le jeu en lui-même qui, s'il était bien réfléchi, pouvait changer la donne en termes de narration, en termes d'approche du jeu vidéo. Et alors c'est rigolo parce que dans le jeu vidéo, on a cette espèce d'immaturité où lorsqu'une nouvelle techno arrive, tout le monde se rue dessus, la ruine, et après se barre en disant « Oh, ça va être quoi ?» Ça veut rien. Et donc ça s'est passé, on s'en rappelle pas, mais pour les consoles, c'est-à-dire que les consoles de jeux ont été saturées à la fin des années 70, début des années 80, ça a conduit à une énorme crise du jeu vidéo, notamment américain. Ça s'est passé pour les jeux en Flash, pour les jeux Facebook, pour les premiers jeux mobiles, c'est-à-dire les petits trucs en Java, les Snake, les machins. Et à chaque fois, il y a des jeux... l'époque de Gameloft. C'est ça. Et donc, évidemment, les jeux smartphones dernièrement, à partir de 2007, et à chaque fois, il y a des gens qui loupent le coche et qui disent « Ah, la prochaine fois, jamais ». Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, sur la VR, tout le monde s'est précipité dessus, avant que ça marche, parce qu'ils voulaient être les premiers. Et ça n'a pas si bien marché que ça en fait. C'est-à-dire que les gars se sont précipités, les ventes sont très très décevantes à la fin de la première année. Par contre, fin 2016, donc fin 2016 ça date un peu, on enregistre on est fin 2018. Fin 2016, il y avait déjà, j'ai compté sur Steam, plus de 800 jeux qui étaient exclusifs VR. Tu ne peux pas y jouer sans casque de réalité virtuelle. C'est quand même énorme. Donc le marché est déjà saturé avant d'exister. Et forcément, tu te doutes bien que ces 800 jeux qui ont été faits en 6 mois, c'est pas des trucs extraordinaires. Donc les gens ne voyaient pas de ce qu'on appelle des killer apps, c'est-à-dire le jeu qui nécessite à lui seul l'achat de la machine, qui justifie à lui seul l'achat de la machine, d'autant que la machine elle n'est pas donnée, quoi, c'est du 800, 900 balles. Ah oui. Aujourd'hui ça peut monter jusqu'à 1400 pour un HTC Pro, mais justement j'y reviendrai, celui-là n'est pas ciblé pour les consommateurs lambda. Et c'est sans compter le PC derrière qui doit être compatible. Donc il n'y a pas eu autant d'adoption que ça. Donc là maintenant c'est en train de se cliver en deux, entre à la fois Oculus, donc Facebook, et HTC qui commence à sortir des casques indépendants. Il n'y a plus besoin d'ordinateur pour y jouer. Il n'y a pas de fil, forcément c'est beaucoup moins de puissance, à la puissance à peu près d'un smartphone. Et ça c'est probablement ce qui va se vendre, parce qu'en réalité, quand on réfléchit, sur une machine polyvalente, aucune machine polyvalente ne s'est vraiment démocratisée à cause du jeu vidéo. C'est-à-dire que le smartphone, ah oui mais c'est un téléphone, on peut téléphoner avec. Moi j'ai eu un ordinateur quand j'étais ado, parce que ça servait à travailler, je jouais avec évidemment, mais voilà, le multimédia, ce qu'on appelait dans les années 90, ce qui permettait de lire des vidéos, d'écouter des sons, etc., tout ça c'était génial pour s'informer, pour s'éduquer, etc., et pour jouer à des jeux vidéo, mais ça pousse pas tout seul. Le jeu vidéo peut pousser des machines de jeux vidéo. Et venir après derrière. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tout simplement pas assez nombreux pour générer une industrie. Non. Je veux dire par là une industrie, qui nécessite comme ça une production de masse. Parce que n'importe quel smartphone aujourd'hui, les gens se plaignent, je sais pas combien il est le dernier iPhone, je crois que c'est 1200 balles, un truc comme ça. Si vous l'achetiez à prix coûtant, mais il coûterait 50 000 balles le truc. C'est parce qu'il est produit en masse qu'on peut se permettre d'avoir des prix aussi bas. De la même façon, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur VR déjà il y a 10-15 ans, notamment en médecine ou dans des choses comme ça. Aujourd'hui, ils sont tous passés sur HTC ou des trucs comme ça, avec des casques qui coûtent environ 1000 balles,
alors que eux travaillaient sur des casques qui coûtaient peut-être 50 000 euros, mais qui sont beaucoup moins bien, parce que le HTC Vive est suffisamment produit en grande quantité pour baisser le prix. Bref, en tout cas, première famille, les casques sans fil, et deuxième, justement, c'est des casques de très haut de gamme, type le Vive Pro, justement, à 1400 balles. Moi, c'est sur ça que je travaille, mais je travaille sur un jeu qui va être joué en salle. D'accord. On s'attend pas à ce que le type ait ce casque-là chez lui. Ouais. Pourquoi ? Parce que tu as toujours des geeks qui vont l'acheter, il n'y a pas de Bien problème. sûr. Simplement, tu peux pas tabler tout un développement de jeux vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, les gens se réorientent vers ce qu'on appelle le location-based. Il y a beaucoup d'anglicisme dans le jeu vidéo, je m'en excuse. Et donc c'est justement le renouveau des salles d'arcade. Parce que qu'est-ce que... excuse-moi. Les salles dont il faut sortir là... Et Escape Room. Les escape rooms, bah c'est un point and click IRL, tu vois. Ah, c'est exactement ça. Maintenant t'en as en VR, t'as du sorte de laser game paintball en VR. Oups, non, pardon, ça c'est moi qui le fais. Mais voilà, ça va arriver, que ce soit le nôtre ou pas, ça va arriver, ce genre de choses-là. Et puis il y a toujours les descendants des penny arcade américains qui ont donné le nom de jeu d'arcade, et ça va être n'importe où, tu peux trouver des flippers, des billards, des hockey magnétiques ou des trucs comme ça. Ça va voilà, revenir, parce que bah, effectivement 1400 balles plus une machine qui vaut à peu près le même prix, pour vous et moi c'est compliqué. Pour un bar voilà, qui peut s'acheter des bornes d'arcade ou des trucs comme ça, bah c'est pas un coût excessif. C'est pas excessif et ça va vite être rentabilisé à la location. Voilà, exactement. Donc c'est en train de partir là-dessus, et du coup la VR individuelle, il est possible paradoxalement, pour rattraper les jeux de la qualité qu'on a aujourd'hui, la qualité visuelle je veux dire, qu'on a aujourd'hui, il faille un petit moment, parce qu'on risque de repartir sur quelque chose qui est quand même beaucoup moins puissant. Je dis beaucoup moins puissant, mais la puissance des smartphones d'aujourd'hui est quand même assez conséquente. Assez. On en est où là, on a fait Alors c'est pas tellement une news, c'est juste une réflexion qui a été faite, ce sera ma dernière. C'est en fait les premiers retours qui ont eu lieu par rapport au premier screening, au test screening d'Aquaman, donc qui arrive d'ici quelques mois. Et pour moi, à la fois, je pense que c'était voulu comme un compliment, mais pour moi c'est un magnifique troll qui est la personne qui a commenté en disant que c'était le meilleur Marvel de tous les films d'ici. Et je trouve cette réflexion magique. Juste magique. Tu veux dire que cet internaute mérite la palme, peut-être? Ah ouais, et pas Allez là. Et pas un peu qu'on lui file un trident en or à celui-là. Mais après, je vais pas mentir, je suis hypé par la bande-annonce, même si j'avoue que la dernière bande-annonce de presque 5 minutes... 5 minutes, c'est long pour une bande-annonce. Ah ouais. Je ne sais franchement pas qu'est-ce qu'il y a encore dans le film qu'on ne sait pas déjà dans la bande. Pour ça, j'ai pas C'est vu vraiment ça. ça. Elle raconte absolument tout. Absolument tout. Peut-être avoir une ou deux surprises, 2-3 trucs qu'on ne sait pas. Mais ça confirme plein de choses. Enfin, c'est juste... Moi, je pense que l'objectif, c'est rassurer les gens, tu vois. Je pense que c'est Pour ça. qu'ils viennent, les filles viendront parce qu'il y a Jason Momoa, les geeks viendront parce que quand même c'est Aquaman, et donc ils ont, même si c'est pour râler, ils vont venir quand même. Bon voilà, faut quand même arriver à leur dire, ça y est, on va rendre une copie propre, viendez. C'est ça. Et puis vous allez voir, le prochain ça va être bien. Voilà. En ce qui concerne les news, c'est tout pour moi. News, effectivement, moi j'en ai pas d'autres. Est-ce qu'on se ferait pas une petite page Wikipédia à la fin ? Allez, la petite page Wikipédia des familles. Je vais te parler de la page Wikipédia de Zangief, tu sais, cette espèce de catcheur russe dégueulasse dans Street Fighter. Alors bon, sauf que là, il s'appelle Alexander Karlin. Oh là. C'est probablement le mec qui a inspiré Zangief. Parce qu'il y a pas de preuve là-dessus. Oh mon dieu. Mais comment dire, à part les choses qui sont littéralement physiquement impossibles, donc c'est-à-dire sauter, faire 3 tours en l'air avec quelqu'un, etc., Zangief fait quand même petit bras, quoi. Donc là, on parle d'Alexander Karlin. Le type aujourd'hui est conseiller de Vladimir Poutine. Il a 51 balais. J'attendrai bien 30-40 ans avant de l'insulter à distance. Bon voilà, le mec était lutteur gréco-romain. Donc l'original wrestler, quoi. Le OG. Non. Non, on a dit non. Oh putain. Bref, sur mon pareil, ça tue en plus. Bref, du coup, la lutte gréco-romaine, faut bien comprendre que c'est un truc qui est, comment dire,
c'est du pur physique à un moment. C'est-à-dire que c'est clairement. de la pure puissance scapulaire. Ce qu'on appelle scapulaire, c'est les épaules et le torse. Et évidemment, les mecs qui sont là, déjà, on va dire les petits, entre guillemets, ils sont entraînés pour ne pas être bougeables, tu vois. Donc ils se foutent au sol, tu sais pas comment, c'est impossible de les soulever, de les tourner, machin. Bon. Évidemment, les mecs qui arrivent en finale des Jeux Olympiques poids lourds, c'est des gros machins, d'accord. Du coup, c'est souvent des luttes acharnées, très techniques, donc il faut voir avec un œil de technicien pour pas voir juste quelqu'un qui essaie de soulever péniblement quelqu'un, pas de soulever, de le retourner si tu veux. Ouais. Et effectivement, ça serait beaucoup plus facile s'il pouvait le soulever, mais sauf qu'à la simple force des bras, quand le type en face fait 200 kilos, ça marche pas. Non. Sauf quand tu t'appelles Alexander Karlin. Ok. Et donc, j'ai noté des trucs parce qu'il y a des chiffres qui sont quand même intéressants. En compétition internationale, entre 82 et 87, ça fait 5 ans, le type est invaincu. Déjà, tu te dis, Ok. 5 ans d'invincibilité au plus haut niveau mondial, déjà c'est pas mal, tu vois. J'avoue. Après, il perd, je sais pas où, j'ai pas réussi à trouver. En 87. Et ensuite, de 87 à 2000, invaincu. Là, c'est 13 ans de plus. D'accord. Il est battu donc aux Jeux Olympiques de Sydney, je crois, en finale, ou un truc comme ça. Par Vladimir Poutine. Non, par Dylan Gardner, que je ne connais pas du tout. Il quitte le sport. Le mec est battu, il fait ok, c'est bon, ça va, je me suis bien amusé, je me casse. Donc, dans les 6 dernières années, c'est-à-dire entre 94 et 2000, il a pris aucun point. Donc, des points, c'est juste. Le mec a réussi à te faire un peu trembler, à te mettre un peu sur ton épaule, le truc comme ça. Il a pris 0 point, le mec. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas drôle. Et donc, sur l'ensemble de sa carrière, je voulais Wikipédia, je vous mens pas, hein, mais il a gagné 887 des 889 combats qu'il a livrés. Oh merde. J'adore parce que le mec précise, il est unanimement considéré comme le plus grand lutteur de l'histoire. C'est-à-dire que si tu veux pas le considérer comme tel, il faut pas le lui dire en face, globalement. Clairement. Donc, on parle de types qui font près de 2 mètres de haut, qui sont énormes, qui sont musclés, entraînés pour ça, etc., qui ont littéralement peur. Donc des mecs dont c'est le job de faire de la lutte gréco-romaine, qui se foutent eux-mêmes sur le dos pour éviter le combat. Pourquoi ? Parce que ce type-là, comme Zangief, avait une telle puissance physique que, tout simplement, il était capable de ceinturer son adversaire, de le soulever, et de lui éclater la tronche par terre. C'est-à-dire sans se servir de ses jambes. Le gars est à genoux. Donc vous pouvez le voir, hein, vous tapez Alexander Karlin, K-A-R-E, enfin de toute façon ça va venir très vite sur YouTube, et vous le voyez soulever des gars comme des fécus de paille. Donc sa vie est assez impressionnante, vous pouvez trouver des détails, alors sans doute plus sur la page anglophone, mais voilà, alors après évidemment il a un palmarès de taré, mais c'est surtout dans ces interviews où tu sens que le gars c'est le mec qui aime bien courir tout nu dans la toundra, tu vois. C'était quoi votre combat le plus difficile ? Mon frigidaire, tu vois. Okay. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il a emménagé dans un appart, il habitait au 7ème, il s'est trimballé son frigo à main nue tout seul, mais c'est des frigos soviétiques, tu sais, les trucs en métal. Et donc il a porté ça, et comme ça, voilà. Il y a eu un truc où je crois que c'est d'ailleurs quand il a arrêté, enfin quand il a fait la pause entre guillemets en 87, je crois qu'il s'est pété sa jambe en deux, tu vois, des trucs comme ça. Puis il revient après parce qu'il en a rien à foutre. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir des fois la réalité dépasser la fiction. Et ce mec-là est... Effectivement, là, je suis tombé sur une vidéo, c'est juste impressionnant. Les mecs doivent faire facile 200 kilos et ils les retournent, mais... Ouais, on est en Street Fighter, on est pas dans... C'est pas les Jeux Olympiques, ça, c'est... Voilà, donc c'est assez... C'est impressionnant, c'est pas humain. Oui, c'est ça. Donc, ça y est, j'ai trouvé. Donc, quand il a perdu en 87, c'était contre le champion de Russie, enfin le champion d'Union soviétique à l'époque, qu'il a battu l'année suivante, tout en se remettant d'une concussion et d'une grippe. Le mec, il sortait de ça. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est juste les anecdotes, quoi. C'est un générateur d'anecdotes, ce mec-là. En 88, en finale des Jeux Olympiques, le type est en train de perdre, mais il lui reste 15 secondes, et du coup, il attrape son adversaire, il le retourne, il l'éclate par terre, c'est fini, il a gagné. Donc c'est vraiment des machins.
Bon, j'ai essayé d'y aller soft, mais bon, il me restait 15 Voilà. secondes, j'ai pas eu le temps. Et donc il a... donc voilà, il a... après ses 13 ans invaincus, il perd 1-0, ce qui est quand même pas grand... Enfin 0-1 du coup, ce qui est quand même pas grand chose. Le 0-1, il est hyper controversé, plein de gens pensent qu'il n'est pas justifié, etc. Mais, voilà, le mec dit... le mec se barre, du coup, c'est bon, il en a marre. Voilà, 130 kilos, et il est... Enfin, regardez-le, hein, mais il est très très rapide, quoi. Ah oui. C'est de la vidéo que j'ai vue, effectivement, c'est impressionnant qu'un mec aussi massif puisse être aussi rapide sur ses appuis. Ouais, Quoi. et C'est qu'un type impressionnant. aussi massif fasse donc 42 tractions. Hein, juste comme ça. Enfin bon, voilà. Ouais, j'ai pas vu Parce que c'est pas une traction à la noue, quoi. Non, Non. Là, c'est... Je me rappelle de... ah mince, le type qui joue Jamie Lannister. Nikolai... Coster-Waldau qui expliquait qu'il s'était entraîné avec justement la montagne là. Thorson. Et du coup, il avait choisi exprès les tractions, tu sais. Ouais. Et, donc il s'était pas entraîné à se battre contre lui, mais du coup il faisait de la muscu quoi avec lui. Ouais. Donc le type est quand même en forme, mais l'autre à côté c'est le gars le plus fort du monde, et un des plus forts de l'histoire, hein, parce qu'il bat des records, je sais pas si t'as vu, genre soulever des troncs ou des trucs comme ça, enfin porter un tronc sur 30 mètres, je crois que c'était un record qui avait plus de 1000 ans, ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Bref, bon, c'est une espèce de brutasse. Et il a pas 20 ans, je vois. Et du coup, Costa-Waldau a dit ok, d'accord, je te prends duel en traction. Donc il a gagné. Parce que l'autre Thor, il est pas capable de soulever ça. Ce qui est normal, quoi. Enfin, pas autant de fois que. Et c'est quand même bien vu de sa part. Oui, c'est bien. quand même très Faut être futé, hein. Faut être futé là. quand tu te bats contre lui, parce que sinon c'est foutu. Hein. Donc. On était à la limite de la... Ça aurait été futé de la part de Tyrion, ça. Oui. C'était du niveau de Tyrion, ce genre d'entourloupe. Tu as frité contre lui. Ok, autre action. Ah, j'ai niqué. Je me casse. Mic drop. Enfin, pour ce qu'il y avait de Mike à l'époque. Ah, putain. Bon, voilà. Donc, voilà, Monsieur c'était Karim. c'était le truc. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? The Zangief of Real, the Real Life Zangief. Ah bah ouais, bah c'est comme... je reparlerai peut-être des trucs qu'on a paumés là sur comment Jack Churchill et le lancer de renard. Hein. Mais oui, je vous reparlerai. On vous tease un petit peu sur ce qu'on a développé. Je vous ferai le tour des pages Wikipédia qui valent le coup d'être lues, parce que des fois c'est très très bizarre. Voilà, bah moi c'est à peu près tout ce que... Eh ben écoute, on a une petite heure de programme, je pense que c'est pas mal, c'est bien, ça nous fait une bonne petite moyenne. On a réussi, alors vous le savez pas, mais on a réussi à choper une petite moyenne, à peu près une heure de programme, ce qui est pas dégueu, je pense que c'est très bien. On arrive à être suffisamment intéressant sans avoir de trop de passage à vide, Dit-il après un silence. Ouais. Enfin, de trucs, quoi. À part nos fins, ça on les réussit pas. Toujours. Voilà, c'est toujours très aléatoire. Voilà. Allez, bah donc dans à peu près 2 semaines. Ouais, à peu près. Et puis... Elmo, le mot de la fin Non, il vaut pas. Oh. C'était le chat. Le temps de mater 2 fois donc le dernier trailer de Aquaman, et puis on voilà, se à revoit. peu près 2 fois. Pas beaucoup plus. Peut-être que vous choperez la fin pendant qu'on enregistre. Mais On fera ça au moment des trailers en live. Exactement. Je crois que c'est Allez. Kevin Smith qui l'avait fait avec Jason Mewes Oui, pour c'est ça. Infinity War. C'était Lui, il assez en magique pouvait de plus, lui. Jason Mewes, il disait, ouais, bon. Eh, calme-toi. Il a dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il sautait. Jay, putain. C'est assez magique. Mais on essaiera ça une fois. Carrément. Allez. Sur ce, bonne soirée, Ciao. bonne nuit, bon repas. La Salut. totale. Ciao.